On y va? قهوة مزيانة؟ Alors donc pour la partie pratique, on va donc montrer comment créer un simple web service dans une application Java. Ensuite, on va regarder le WSDL, on teste le web service, on crée un client Java, on va créer un client .NET. Pour la partie PHP, donc vous aurez en fait ça c'est dans une autre partie pratique que vous allez faire. Alors, donc pour créer le web service, donc je vais utiliser donc un IDE. Bon, je prends IntelliJ comme IDE. Alors, comme je viens de dire, dans un premier temps, je ne vais pas travailler une application, il n'y a pas de Spring, donc juste une simple application Java. Parce que la meilleure façon de comprendre les web services, c'est d'utiliser une simple application Java. Mais après, on va voir comment faire l'intégration dans un projet Spring. Alors, pour créer, donc, on va créer un simple projet Java, Java Project. Alors là, c'est très important. Ici, j'utilise Java 8. Alors, donc, si vous voulez ne pas avoir des surprises dans ce TP-là, installez Java 8 dans votre machine et travaillez avec Java 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. À partir de Java 9, il y a une partie de ce qu'on appelle JAX-V, parce qu'en fait, dans Java 8, depuis la version 6 jusqu'à 8, pour faire le mapping objet XML dans Java, c'est-à-dire si vous voulez convertir un objet Java en XML et un objet XML en Java, avec ce qu'on appelle le mapping objet XML, alors si vous voulez le faire, on utilise une librairie qui s'appelle JAX-V, JAX Binding. Avec la librairie, il fait partie de Java. Depuis la version 6 jusqu'à la version 8. Mais à partir de la version 9, avec JAX Binding, il n'est plus dans Java. Donc si vous voulez utiliser, si vous utilisez la version 11 de Java ou de la 14, etc., donc avec les librairies JAX Binding, il faut l'ajouter. Donc ce qui fait que ici dans le TP, je travaille avec Java 8, donc je n'ai pas besoin d'ajouter JAX-V. Mais si on utilise un projet Maven, donc si vous travaillez avec une version de Java plus que Java 8, donc avec la librairie JAX Binding, il va falloir l'ajouter. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. 16 13 je me disais 16. Voilà. Oui, la compilation, non mais attends, c'est-à-dire tu peux choisir 13, mais quand tu veux compiler, tu compiles avec la spec 8. Mais les dépendances, tu auras ce problème. Lorsqu'on installe le GDE, par exemple, c'est pas le Java 8. Non. Donc, ce qui fait, ce que je vous dis, donc, demain, vous allez travailler dans votre machine. Vous installez GDK 8 et les autres, 11, 12, 13, etc. Donc, ce qui fait, là, je vous dis ça, parce que la majorité des projets d'entreprise, quand vous allez travailler, ils vous disent, non, on utilise Java 8, on n'utilise pas Java 11, etc. parce que 9, 10, 11, 12, 13. Donc, Oracle est en train de faire le ménage dans Java, d'accord? Bon, donc, ça veut dire que de la version 9, il ne faut pas l'utiliser parce que il est instable. 10, on vous dit, il ne faut pas l'utiliser parce que c'est instable. Donc, vous voyez, donc si vous voulez travailler, il faut utiliser soit la version 11 ou bien de la version 13, d'accord? Et du coup, donc, quand vous utilisez les versions, mais quand vous êtes en entreprise, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle version de Java que tout le monde va l'utiliser. Non, il y a des projets qui sont lancés. Donc, la majorité des projets, donc, on utilise Java 8 parce qu'on estime que Java 8, c'est bon, c'est stable. Okay? En attendant que la version de Java 13 ou de la 15, c'est-à-dire il connaît un gap. Mais parce qu'en fait, dans les nouvelles versions de Java, bon, il y a deux choses qui sont fondamentales qui sont ajoutées. La notion de module qui n'existait pas dans Java 8 avant, parce que ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Et la notion de les streams, etc. Donc ça c'est des choses, on aura l'occasion d'en parler. Donc là, je précise bien, si vous voulez travailler votre TP sans se préoccuper des erreurs inutiles, pour moi, parce que le plus important, c'est de comprendre le principe, donc essayez d'utiliser Java 8. Alors, donc je crée un projet Java que je vais appeler TP Web Service, WS. Bon, c'est un simple projet Java Project.
Et là, je vais créer directement le web service. Alors que je vais appeler banque service. Et donc, pour créer un web service dans une application Java, vous créez une classe dans laquelle vous mettez des méthodes. Alors ici, donc, j'ai besoin des méthodes suivantes. J'ai besoin d'une méthode qui permet de faire la conversion, qui reçoit un montant et qui permet de convertir un montant de l'euro en dirham. Donc, je vais retourner. Pour faire plus simple, on va mettre MT multiplié par 11 ou la 10, ou la 10, par exemple 6. Et j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un compte. Oui? Oui? Nzoumi? Ah, d'accord. Alors, je vais agrandir la taille. Concrètement, un web service qui arrive de la conversion. Avec le montant varie, il change. Là, quand tu es dans une application, généralement une vraie application, avec la couche service, avec la base de données, donc ici, on va juste s'intéresser au web service. Mais après, en réalité, le web service lui-même, il fait appel à la couche métier, qui fait appel à la couche DAO pour accéder à la base de données. Mais ici, donc, il n'y a pas de base de données. Alors, donc, ça va mieux? Okay. Alors, donc, getCount, plutôt la méthode, je vais l'appeler getCount, qui reçoit le code. Alors, sauf que ici, donc, quand vous dites getCount, la classe count, c'est un objet métier. Il faut le créer, n'est-ce pas? Ben, on va le créer. On va créer la classe count. Alors, sauf que ici, bon, il faut utiliser les packages. Donc, le package par défaut, ça n'a pas de sens. Alors, ici, donc, je suis dans un package que je vais appeler WS. Bah, bien sûr, il va vous demander, il faut déplacer la classe vers le package. Alt, entrée, move ce package. Comme ça, il va vous créer directement le package ici. Donc, je suis dans une classe banque qui se trouve dans le package web service. Alors, la classe compte, je vais la créer dans un package que je vais appeler métier. Comme quoi, la classe compte, c'est un objet métier. Alors, pour moi, un compte est défini par son code. En solde par la date de création. Alors pour le reste, donc c'est les getters et setters, donc les constructeurs, etc. Donc on va les générer. Ici, donc j'utilise pas l'emboc, donc je vais utiliser constructeur avec paramètres. Je vais générer le constructeur avec paramètres. Sans paramètres. Et je vais générer les getters et setters. Avec IntelliJ, vous savez, c'est code generate, etc. C'est la même chose. Alors, getters et setters. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est la classe compte. Alors, ici, donc, je reviens vers le web service. Alors, pour moi, donc, la méthode getCount permet de retourner un compte, un simple compte. C'est-à-dire return new count. Par exemple, avec un code qui porte le même code de la méthode, avec un solde aléatoire, je vais utiliser mat.random multiplié par 90 000, et avec une date de création, c'est new date, c'est la date système. Et j'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner une liste de comptes. Alors la méthode, je vais l'appeler listCount, dans laquelle je vais créer une liste de comptes de type ArrayList. Et après, je vais ajouter des comptes avec la méthode add. New count. Alors ici, donc, je vais spécifier le code 1, long. Parce que là, j'ai utilisé long avec L majuscule. Donc, vous savez, quand vous utilisez des constantes objets long L majuscule, vous ajoutez L juste comme ça. Et pour le solde, c'est-à-dire, je vais faire quelque chose comme ça ici. CTRL-C, CTRL-V. Alors, ici, donc, c'est 1.
et je vais ajouter deux autres comptes. 2, 3. Et à la fin, je vais retourner une liste de comptes. Alors, c'est quoi ça? Rien de spécial. C'est une classe Java que vous pouvez appeler comme vous voulez, des méthodes que vous pouvez appeler comme vous voulez. Ce genre de méthode, ce genre de classe, c'est ce qu'on appelle, le terme Java, c'est un POJO. Je sais pas si... Le terme POJO, ça veut dire quoi? C'est Plain Old Java Object. C'est un terme... En fait, donc, non, un POJO. Un POJO, c'est dire tout simplement, c'est une classe que vous pouvez appeler comme vous voulez, libre. Il n'y a aucune contrainte. Les méthodes, vous les appelez comme vous voulez, les paramètres, etc. Parce qu'en fait, dans J2E, il y a des classes qui ne sont pas des POJO, comme une servlette. Vous vous rappelez, servlette, c'est quoi? C'est une classe qui doit hériter de la classe HTTP servlet, dans laquelle on trouve les méthodes de get et de post, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un POJO. Mais ici, donc, un web service, c'est un simple POJO auquel on va ajouter des annotations. Donc, à les annotations, il y a l'annotation web service. Alors, si vous voulez donner un nom, vous utilisez service name égale, par exemple, banque WS. Alors, il faut utiliser les web méthodes. Pour chaque méthode, vous utilisez web méthode. Si vous voulez donner le nom de l'opération, vous lui donnez operation name, par exemple ici, conversion, euro dirham. Et les paramètres, vous utilisez la notation web param. Et si vous voulez donner un nom, vous mettez par exemple ici, on va l'appeler montant. Et la même chose pour les autres. Donc ici, c'est web méthode. Donc si vous ne mettez pas operation name par défaut, il va prendre le même nom que l'opération. Ici, web param. Si vous ne mettez pas web param pour un paramètre, alors le nom par défaut, ce n'est pas le nom du paramètre. Alors, si vous ne mettez pas web param par défaut, il va, ici je vais mettre code, il va choisir des noms arg0, arg1, etc. Pourquoi? Parce que vous devrez savoir que Java une chose. Quand vous compilez une classe Java, on convertit le code source en bytecode. Dans le bytecode, on garde le nom de la classe. Il achète le bytecode d'une classe Java. Le nom de la classe, il est dans le bytecode. On le garde dans le nom de la classe, c'est important. Le nom des méthodes, ils sont gardés dans le bytecode. Mais par contre, les noms des paramètres, on met le paramètre x, y, z, ou le bytecode qui se met en arg0, arg1, donc ça veut dire que les noms des paramètres, ils ne sont pas gardés dans le bytecode. Donc ça veut dire que si vous ne mettez pas le nom, par défaut, il ne va pas prendre le code. Il va prendre ce qui est dans le bytecode, dans le bytecode, il y a arg0. S'il y a deux paramètres, il va l'appeler arg0, arg1. Donc c'est pour cela, ça fait partie des bonnes pratiques de mettre toujours web param. Alors ici, donc, je vais utiliser web méthode. Bon, ici, il n'y a pas de paramètres. Donc, je vais le garder comme ça. Alors, vous voyez donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un web service. Alors, maintenant, il faut le déployer. Alors, le déployer, tout dépend maintenant dans quel projet vous êtes. Alors, si vous êtes dans Spring, il y a une manière dans Spring qu'on va vous montrer pour déployer le web service. Si vous êtes dans un projet basé sur un serveur d'application Glassfish, vous démarrez l'application, automatiquement, il est déployé. Si vous êtes dans une application Java, il nous faut un serveur. Alors maintenant, notre serveur, on va le créer nous-mêmes. On va créer une classe Java que je vais appeler serveur JAX-WS. Alors pour créer un serveur, donc c'est une application Java, je n'ai pas besoin d'écrire des temps de code. Il suffit d'utiliser une classe qui s'appelle endpoint, qui fait partie de JAX-WS, et vous appelez une méthode qui s'appelle publish. Publish, vous allez lui donner deux paramètres. Le premier, c'est le port, donc c'est-à-dire le endpoint, l'URL qu'on va utiliser pour le web service. Comme quoi, je vais démarrer un serveur qui est accessible en localhost. Avec le port, c'est à moi de choisir, je vais mettre 8686. C'est-à-dire là, il va démarrer un serveur HTTP sur le port 8686/. Et après, le deuxième paramètre, c'est le web service. Le web service, c'est une instance de la classe que nous avons créée qui s'appelle donc service. C'est tout. Alors, dans n'importe quelle application Java, vous voulez publier un web service, vous utilisez endpoint.publish. Alors, sauf que ici, donc, ce qu'on va faire,
On va juste mettre ici l'URL comme une variable à part. C'est là. CTRL X. Et là, je vais mettre tout simplement l'URL. Comme ça, je vais afficher un message comme quoi web service démarré. Vous voyez sur l'URL plus URL. Voilà. Alors maintenant, ce que je viens de faire, ben, je viens de faire ça. Je viens de créer le web service et je viens de créer le serveur JAX WS qui déploie le web service. Je démarre maintenant le serveur pour tester. Alors, juste une chose, c'est que si vous mettez ici localhost, ça veut dire que le web service ne peut être accessible qu'en localhost. Ce qui n'est pas normal, parce qu'un web service, il n'est pas fait pour être consulté en localhost, n'est-ce pas? Un web service, il est fait pour être accessible à distance. Donc ici, vous mettez, par exemple, 0.0.0.0, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle que soit l'interface, quelle que soit l'adresse IP. Parce que si vous avez, par exemple, une seule carte réseau, si vous avez une seule adresse IP dans votre machine, vous pouvez la mettre. C'est-à-dire toutes les adresses IP qui sont dans le même réseau, ils peuvent accéder au web service. Mais si vous mettez 0.0.0, ça veut dire même si vous avez plusieurs interfaces réseau, quelle que soit l'adresse IP utilisée, c'est-à-dire qui sont connectés via le même réseau des différentes interfaces, il est accessible. Donc ça, c'est plus général, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire quelle que soit l'adresse IP. Alors je vais démarrer maintenant, Run Java Application. Alors, une fois que je le démarre, alors en principe, si je respecte les normes, etc., vous allez voir le message comme ça. Comme quoi le web service, il est déployé sur l'URL. Alors maintenant, j'ai le web service déployé. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lancer un navigateur. Alors, je suis dans une autre machine. Localhost. Alors ici, j'utilise localhost parce que je ne suis pas dans une autre machine, mais normalement, vous mettez l'adresse IP de la machine où se trouve le web service. Alors, le port, c'est quoi? 86 slash le nom du web service qui s'appelle banque WS et vous ajoutez point d'interrogation WSDL. Allez, c'est la norme. Si vous voulez voir le WSDL d'un web service, il suffit de contacter le serveur et vous lui dites point d'interrogation WSDL. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, vous allez voir ici, il y a un document XML qui s'affiche. Le document XML, là, vous le voyez la première fois, c'est quoi? C'est baratin. Bon, ça vous arrive souvent de tomber dans vous ne savez pas ce que c'est. Faites tout simplement, le document WSDL, il n'est pas fait pour les êtres humains. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous allez tirer une information. Mais c'est un document qui est dédié aux machines. C'est-à-dire, c'est pour l'application qui va faire appel au web service. Alors maintenant, on va juste regarder un petit aperçu sur le WSDL, ce qu'il contient. Et après, par la suite, donc, je vais vous montrer comment on va l'exploiter. Alors, quand vous regardez un WSDL, c'est un document XML qui commence par la definitions, c'est la racine, dans lequel on trouve une partie qui est très importante, il y a types. Donc, tout ce que vous voyez là dans types, c'est ce qu'on appelle le schéma XML. Parce qu'en fait, pour pouvoir déclarer, par exemple, vous savez, à un moment donné, on va dire que j'ai une méthode qui s'appelle getCount qui retourne un compte. Un compte, c'est quoi un compte? Il faut quelque part déclarer comme quoi un compte est défini par son code, tout ça, ça doit se faire dans la partie XML. Mais comment on le fait dans XML? En utilisant les schémas XML. Alors tout à l'heure, je vais vous revenir pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le schéma XML. Mais le plus important pour nous dans le WSDL, c'est ça. Il y a une partie qui s'appelle port type. La partie port type, il y a l'interface du web service. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver plusieurs opérations. Vous voyez donc, je nomme les opérations. Il y a getCount, vous avez input, output. Vous avez opération listCount, input, output. Et vous avez conversion EuroDRAM, input, output. Ça veut dire quoi finalement dans le WSDL? Il y a la partie la plus importante. C'est-à-dire quelles sont les différentes méthodes et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Alors maintenant, il y a input, par exemple getCount. Input.
il fait référence à un message qui s'appelle getCount. Je n'ai pas le message getCount. Voilà. Alors, si vous voyez ici, il y a des messages. Vous avez un message qui s'appelle getCount. Et vous avez un message getCount response. Ça veut dire que pour chaque méthode, il y a deux messages. Il y a un message qui décrit l'input et un message qui décrit output. Alors, si je regarde getCount, maintenant, je vais voir que getCount, il fait référence à un paramètre qui s'appelle getCount. getCount, il est déclaré où? Il est déclaré dans le schéma XML. Alors maintenant, si vous voulez voir le schéma XML, vous allez voir ici. Regardez. Je vais prendre l'adresse. Généralement, JAX WS, il sépare le document, le schéma, le WSDL. Je vais prendre l'adresse et je vais la saisir ici. Je peux voir le schéma XML. C'est le XSD. Alors, si vous regardez dans le schéma XML, qu'est-ce que je trouve? Regardez bien. Je trouve ici l'élément qui s'appelle getCount. Parce que vous voyez tout à l'heure, on a dit que input, il reçoit plutôt la méthode getCount, c'est-à-dire l'input. Output, le message s'appelle getCount response. Alors getCount, regardez bien. En input, il reçoit quoi? Vous avez ici un élément qui s'appelle code, qui est de quel type? De type long. Et getCount response, c'est-à-dire avec le getCount, il retourne quoi? Il est un élément qui s'appelle return, qui est de quel type? De type count. Count, regardez. Count, c'est un complex type. Parce que le schéma XML, pour déclarer un type structuré, on utilise complexe. C'est un type qui s'appelle count et qui contient les éléments suivants. Je nomme les éléments. Il y a le code, qui est de type long, la date création, de type datetime, et vous avez solde de type date. Alors, vous voyez donc le schéma XML, vous n'avez pas besoin de le créer parce qu'il est généré à partir de la classe. Donc, JAX WS, il génère le schéma XML à partir de la classe que vous avez créée. D'accord? Alors, ainsi de suite. Par exemple, si vous regardez listCount, plutôt les listCount response. ListCount response, qu'est-ce qu'il contient? Un élément return qui contient des count. Vous avez min occurs, c'est 0. Max occurs, c'est inbounded. Alors, dans les schémas XML, inbounded, ça veut dire plusieurs. C'est-à-dire, vous avez ici finalement list response, il retourne plusieurs comptes. Donc ça, c'est le schéma XML. Alors maintenant, vous, dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails du WSDL. Mais par contre, si vous regardez le WSDL, vous allez dire, c'est quoi le WSDL? Le WSDL, c'est un document XML qui contient l'interface du web service. Je ferme mes yeux, je vais dire, dans le WSDL, je dois trouver quoi? Quelles sont les méthodes? Et pour chaque méthode, quels sont les paramètres d'entrée, quels sont les paramètres de sortie. Alors, comment ils sont décrits? Les schémas XML. Alors maintenant, ça c'est la deuxième étape. Donc, nous avons bien utilisé le browser pour visualiser le WSDL. Maintenant, la troisième étape. Il nous faut tester le web service. Maintenant, je fouille les méthodes. Est-ce que ça marche? Alors, pour cela, je vais utiliser un outil qui s'appelle SoapUI. Alors, SoapUI, donc c'est l'un des outils qui sont c'est pratiquement le standard de test des web services ou le SoapUI. Alors, il y a deux versions. Il y a la version qui est gratuite, mais il y a une version professionnelle. Parce que SoapUI, il ne va pas uniquement vous permettre, comme vous trouverez dans par exemple Postman ou les autres, mais il vous permet de tester les web services, mais également il vous donne un outil pour l'automatisation des tests. Parce que j'ai encadré des étudiants dans leur stage PFE, c'est l'automatisation des tests du web service. Après, dans SoapUI, vous avez plein d'outils pour automatiser le test des web services. Donc c'est un outil que vous devrez avoir dans votre machine, c'est très important. Alors c'est vrai que ici l'interface, en fait, c'est pas le. Je veux utiliser File, New, Soap Project. Vous avez Soap Project et vous avez REST Project. Donc, tout dépend qu'est-ce que vous voulez tester. Un web service Soap ou bien REST. Alors, je vais choisir Soap Project. Qu'est-ce qu'il vous donne? Alors, ce qui est intéressant avec Soap, c'est que pour tester un web service, il vous faut. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez besoin du WSDL.
Si vous avez le WSDL, vous pouvez tester le web service. Alors maintenant, le WSDL pour moi, il se trouve où? Je connais l'adresse. Donc si vous connaissez l'adresse du WSDL, vous pouvez directement la mettre ici. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire à SOAP UI, va chercher le WSDL dans cette URL. Mais si le WSDL est enregistré dans un fichier, vous mettez browse et vous cherchez le fichier. Parce que c'est un document XML. OK? Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il vous donne ici les méthodes. Il vous dit que voilà la méthode conversion, il y a getCount, il y a listCount. Donc, parce que là, il a analysé le WSDL, il vous dit quelles sont les méthodes qui se trouvent dans le web service. Alors maintenant, je vais tester la méthode conversion. Rediram, request. Je fais un double-clic. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, vous voyez, c'est la requête SOAP. Normalement, si vous voulez tester avec la méthode, il faudrait envoyer ce message. Donc, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'écrire ce message parce que c'est un casse-tête. Vous voyez donc, à partir du WSDL, on sait à quoi ressemble le message qu'il faut envoyer pour tester cette méthode. Alors, je vois ici conversion euro-dirham, je vois le montant et je peux taper ici la valeur d'un montant. Par exemple, 80. Je clique sur envoyer. Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois là la réponse. Donc, ça veut dire que ici, je viens d'envoyer une requête vers le web service. Il a fait le traitement. Il m'a rendu le résultat au format XML. Ici, le résultat, c'est 488. Donc, ça veut dire que vous dites la méthode fonctionne. Vous voulez tester la méthode getCount. Ici, vous voyez la même chose. getCount, vous avez le code. Et vous mettez ici, par exemple, le code. J'envoie la requête et je reçois la réponse. Alors, vous voyez donc pour un count, il vous retourne un élément return qui contient quoi? Il y a le code, la date de création et le solde. Ça veut dire que le compte, il est converti en format XML. N'est-ce pas? Alors, comment? Alors, vous devrez savoir une chose très importante dans Java. Si vous voulez convertir un objet Java en XML ou bien de XML en Java, c'est ce qu'on appelle le mapping objet XML. On a déjà fait le mapping objet relationnel, ou ORM. Ou le mapping objet XML, on le note OXM. OXML, Object XML Mapping. Quand vous voyez OXM, c'est-à-dire le mapping objet XML. Alors vous devrez savoir que dans Java, si vous voulez faire le mapping objet XML, on utilise une librairie qui s'appelle JAXB, JAX Binding. Et c'est très important à connaître. JAXB ou bien JAX Binding, c'est quoi? C'est une librairie qui fait partie de Java et qui permet de faire le mapping objet XML. Alors là, je précise. À partir de la version 9, avec JAXB, la librairie JAXB, il n'est pas intégré dans le GDK. D'accord? Ça veut dire que maintenant, avec Java 8, je n'ai pas besoin d'ajouter la librairie JAXB dans mon projet, parce qu'il est dans le GDK. Mais si j'utilise Java 11 ou la Java 13, donc il va falloir que je télécharge le jar de JAXB, je dois l'ajouter pour pouvoir l'utiliser, n'est-ce pas? Alors ici, donc il n'y a pas de problème, mais en tout cas, vous notez que JAX Binding, donc c'est une librairie qui permet de faire le mapping objet XML. Alors que JAXWS, vous voyez, il utilise automatiquement JAXB. C'est-à-dire que JAXWS, qu'est-ce qu'il fait? Quand il appelle, alors quand il fait appel à la méthode getCount, d'ailleurs, la méthode getCount, qu'est-ce qu'il va lui retourner? Il va lui retourner un objet count. Donc, à l'objet count, JAXWS va l'envoyer au format XML. Mais comment? Alors, JAXWS, il va utiliser JAXB. Donc, vous voyez, donc JAXWS, il va utiliser JAXBinding pour convertir l'objet count au format XML. C'est ce que je vois ici. Alors, si je veux également... Alors, je trouve quand même que c'est très petit. Préférence. UICT. Editor. Alors,
Alors, editor setting. Voilà, c'est ici. Select font. Alors ici, donc, j'ai 18. Là, je vais mettre 24. C'est un peu mieux? Alors voilà. Donc ici, je vois ici, donc j'envoie le compte. Voilà, je reçois ici donc la réponse SOAP. Je veux la liste des comptes. Vous voyez ici, donc il n'y a pas de paramètres. J'envoie la requête et je vois la liste des. Je vois ici la liste des comptes. C'est-à-dire ici, cette fois-ci, j'ai plusieurs éléments return et chaque élément return, ça représente un compte. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire? Eh bien, ce que vous venez de faire, tout simplement, vous venez de tester les méthodes d'un web service en utilisant SOAP UI. Alors maintenant, il faut juste noter que, comme je disais, donc, dans l'application, on utilise JAX Binding par défaut. Et pour pouvoir exploiter JAX Binding, donc il y a des annotations à utiliser. Plus grand. Alors, si je reviens à la classe compte, regardez bien. Alors, dans la classe compte, on peut utiliser des annotations JAX Binding. Alors, parmi les annotations, il y a XML root element. Par exemple, vous pouvez l'appeler, en fait, c'est-à-dire XML root element parce qu'un objet compte, par exemple, vous voulez le transformer en XML. Et vous savez, quand vous transformez un objet en XML, il faut utiliser un élément XML. Cet élément XML, comment vous voulez l'appeler? Par exemple, ici, vous pouvez l'appeler, par exemple, compte. Ça signifie quoi ça? Ça veut dire qu'un objet compte, il va être converti en un élément XML qui s'appelle compte. Si vous voulez, c'est le nom de l'élément. Alors, autre chose, parmi les annotations, par exemple, supposons que vous avez un attribut que vous ne voulez pas sérialiser. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez retourner le compte, mais la date de création, vous ne voulez pas la sérialiser en XML. Alors, on a l'annotation se met à XML transient. Donc, XML transient, c'est une annotation JAXB. Vous voyez donc les annotations que vous voyez là, c'est des annotations JAX Binding. Donc, c'est une annotation qui indique que l'attribut n'est pas sérialisable. Alors, il y a d'autres annotations. Mais si vous voulez utiliser les annotations sur les attributs, il faudrait ajouter une autre annotation qui s'appelle XML Accessor Type, dans laquelle vous mettez la valeur field. Ça veut dire quoi? C'est une manière de dire à JAXB que les annotations, je les place directement sur les attributs. Sinon, par défaut, il faut les mettre sur les getters et les setters. Parce que parfois, on peut mettre les annotations soit sur les getters et setters, soit on peut les mettre sur les attributs. Donc ici, le fait de dire ici field, ça signifie que je prends en considération les annotations sur les attributs. Alors, vous voyez, donc je viens de changer le web service. Enfin, j'ai changé la classe. Je n'ai pas changé le web service, mais j'ai changé la classe compte. Je vais redémarrer. J'arrête. Et je redémarre le web service. Alors, si vous remarquez ici, maintenant, le WSDL, bien sûr, il va changer. N'est-ce pas? Parce que si vous regardez le schéma XML, vous allez trouver un compte ici. Le compte, vous voyez, donc pour lui, il est défini uniquement par le code et l'autre. Il n'y a pas de date de création parce que pour la date de création, il est ignoré. Il est XML transient. Et si vous consultez le web service, ben, il va falloir à nouveau charger le WSDL. Donc, j'ai besoin de créer un nouveau projet SOAP. Je vais mettre l'adresse, à nouveau, c'est la même que j'ai utilisée tout à l'heure. Et si vous regardez ici, donc, getCount, si vous demandez de consulter un compte, vous voyez ici, donc, qu'est-ce que je vois ici? Il va me retourner que le code et le solde. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas de date de création. Alors, pourquoi je n'ai pas de date de création? Parce que la date de création, je lui ai ajouté la notation XML transient. Donc, XML transient, vous allez voir que JSON et les web services REST, on utilise également des annotations.
avec JSON ignore. Ça, c'est pour plutôt pour ignorer les attributs. Mais ici, donc, pour JAX binding, c'est XML. Vous voyez donc, les annotations que vous utilisez dans les classes, c'est des annotations qu'on appelle JAXB. Alors maintenant, je crois qu'on a vu maintenant comment tester le web service avec SOAP UI. C'est pas compliqué. Alors maintenant, j'ai besoin de créer un client Java. Parce qu'en fait, pour un client qui va consommer, ben, il faut une application. Alors, pour créer une application Java, la même chose. Donc, et là, vous allez regarder bien. Je crée un projet Java Project, que je vais appeler client web service. Maintenant, vous êtes dans l'entreprise, on vous dit, il me faut une application Java qui permet de consommer un web service. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez besoin uniquement de connaître le WSDL. Si vous avez l'adresse des WSDL, le problème est réglé. Comment? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, on va générer ce qu'on appelle un proxy. Je vais utiliser le WSDL. À partir du WSDL, je vais générer des classes et des interfaces que je vais utiliser pour communiquer avec le web service. Alors, comment? Alors, si vous travaillez avec NetBeans, avec plutôt l'outil IntelliJ, de Tools, et on va trouver ici Web Service, générer code from WSDL. Donc, c'est-à-dire, il vous génère le code à partir de WSDL. Si vous êtes NetBeans, la même chose. Si vous êtes Eclipse, il y a des outils donc, qui permettent à partir du WSDL de générer ce qu'on appelle le proxy. SOAP. Alors, c'est ce que je vais faire. Regardez, qu'est-ce qu'il me donne? Il me dit, donne-moi le WSDL. Alors, moi, je ne l'ai pas enregistré, mais je connais l'adresse. Je fais copier. Donc, il suffit je donne l'adresse du WSDL et je lui demande de me générer avec le proxy, le package que je vais appeler proxy. Mais en fait, il existe plusieurs types de proxy qu'on peut générer. On peut utiliser des librairies qui sont assez connues, Axis, CXF, JAX, etc., WebSphere. Bon, il existe plusieurs librairies. Alors ici, donc, vous allez choisir celle-là, JAX-WS. Alors en fait, JAX-WS, c'est tout simplement, vous êtes en train d'utiliser quelque chose qui fait partie encore de Java. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter des librairies supplémentaires. Hein. Dans n'importe quelle application Java, on peut utiliser cet outil-là. OK. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Alors, si vous faites OK, vous allez voir que dans votre application, dans votre projet, il vous génère le package proxy. Vous faites proxy, vous allez trouver, il y a plein de classes et d'interfaces. Alors, à quoi ça va servir? Ben, ça va servir à ça. Vous dites, moi, j'ai généré le proxy, et maintenant, je vais commencer à consommer le web service. Je vais créer une application Java, client web service, dans laquelle je mets la méthode main. Et la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de faire appel à une classe qui s'appelle bank service. Alors, je vais bank service. Bank service, je vais le proxy que j'ai généré. Alors, c'est ce qu'on appelle un proxy. Proxy, si vous voulez, web service, si vous voulez, ou la proxy, qu'on appelle généralement un stable, égale à quoi? Égale new. Vous appelez bank service, bank WS. Là, la même chose, il a créé une classe, parce que ça, c'est une interface qu'il a générée. Donc, je le WSDL, chef le WSDL, mais le WSDL, il m'a généré une interface Java. Parce que moi, je suis en train de créer un client Java. Donc, je fais appel à une classe qui porte le même nom que le web service, et j'appelle une méthode qui s'appelle get bank service port. Pour ça, c'est en fait le proxy ADA, c'est comme ça qu'on l'utilise. Alors, si vous faites ça, maintenant, vous pouvez communiquer avec le web service. Comment? Vous appelez system.out.println, vous appelez proxy. Et vous voyez donc les méthodes. Alors maintenant, vous voulez invoquer quelle méthode? La méthode conversion. Vous lui donnez quoi? Le montant. Vous exécutez votre client.
Et là, vous êtes en train de faire quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? Vous avez le résultat. Mais est-ce que vous avez écrit beaucoup de code? Mais regardez ce que vous avez fait là. Vous êtes en train d'appeler un web service. C'est pas le web service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le client du web service, n'est-ce pas? Mais quand vous mettez web service.conversion, vous êtes en train d'appeler la méthode du web service. Vous avez l'impression que vous êtes en train d'appeler une méthode qui existe dans votre machine. Mais en réalité, vous êtes en train d'appeler une méthode qui se trouve dans un web service qui se trouve quelque part. C'est ce qui est intéressant. Ça, les systèmes distribués. C'est que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'invocation de méthode à distance. Vous êtes en train d'appeler une méthode d'un objet. Cet objet-là, vous ne savez même pas où est-ce qu'il se trouve. Dans quelle machine. Mais qu'est-ce qui vous donne finalement la possibilité? C'est grâce au WSDL. Donc, même WSDL, j'ai toutes les informations, j'ai généré des classes, et vous vous dites, je vais appeler la méthode. Alors, par exemple, vous voulez consulter le compte. Bon, avant de vous montrer ça, c'est-à-dire comment consulter le compte, regardez l'architecture ici. Alors, regardez, j'ai le web service, j'ai un client pour le web service. Alors maintenant, le client, pour accéder au web service, normalement le client devrait envoyer une requête SOAP. Mais pour envoyer une requête SOAP, il faut envoyer une requête HTTP, faire un corps XML qui respecte quelque chose qui se trouve dans le WSDL. Donc si vous voulez vous-même écrire tout ce code-là, c'est compliqué. Alors vous serez déçu. Alors maintenant, pour ne pas écrire avec le code, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout simplement, j'ai pris le WSDL. À partir des WSDL, j'ai généré ce qu'on appelle un proxy. Le proxy, c'est ce qu'on appelle un stab dans les systèmes distribués. Donc le proxy côté client, c'est ce qu'on appelle un stab. Alors, quand vous dites par exemple proxy.méthode, ça veut dire que vous êtes en train de demander au proxy, je veux faire appel à la méthode conversion. Et le proxy, qu'est-ce qu'il fait à votre place? Il va envoyer une requête SOAP. Donc avec le proxy que j'ai généré, ou elle est avec la requête HTTP, avec le corps XML qui respecte ce qui est dans le WSDL, donc c'est lui qui va le faire. Donc il envoie la requête SOAP. Qu'est-ce qui va la récupérer côté serveur? JAX-WS. Alors en fait, JAX-WS va jouer le rôle de ce qu'on appelle le skeleton. Alors le terme skeleton, c'est tout simplement l'intermédiaire côté serveur. D'ailleurs, c'est des termes techniques dans les systèmes distribués. Comme l'intermédiaire côté client, c'est ce qu'on appelle le stab. Et l'intermédiaire côté serveur, c'est ce qu'on appelle le skeleton. C'est des termes utilisés dans les systèmes distribués. Donc pour nous, le skeleton, c'est quoi? C'est JAX-WS, n'est-ce pas? Donc JAX-WS, c'est lui qui va recevoir la requête. Il va faire appel à la méthode. Il récupère les résultats. Il va envoyer le résultat au format XML. Et le stab encore, il prend le résultat XML, il vous donne le résultat. On peut le voir ici. Regardez. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le client, vous avez le serveur. Le client, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au stab, je veux appeler la méthode conversion. Le stab, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête SOAP vers JAX-WS, le skeleton. Qu'est-ce qu'il fait le skeleton? C'est lui qui va analyser le message. Il appelle la méthode du web service. Le web service va retourner le résultat. Le skeleton, ça se passe au niveau serveur. Supposons le web service, il lui retourne un compte. Et après, qu'est-ce qu'il fait le skeleton? Il envoie la réponse SOAP. Ça, c'est pour lui, c'est du XML. Après, le stab, qu'est-ce qu'il fait? Il capture le message XML, il capture le corps, il capture le return, garde le résultat, il vous l'envoie dans un objet. Il vous retourne directement le résultat ici. Donc, le stab, il me donne tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir consommer le web service. Et d'ailleurs, si je veux consommer un compte, je veux consulter le compte. Regardez, j'appelle la classe compte. Regardez, la classe compte, je ne l'ai pas créée. La classe compte, parce que je suis dans un autre projet client. Donc, ça veut dire qu'avec le stab, il m'a déjà généré, il sait que j'ai besoin d'une classe qui s'appelle. Il m'a généré la classe compte. Et d'ailleurs, quand j'accède au web service, il se peut que le web service soit développé avec du PHP. Donc, la classe qu'il me génère ici, c'est du Java. Donc, ici, j'ai un compte CP.
D'ailleurs, si vous regardez la classe compte, qu'est-ce que vous allez trouver? Regardez. Pour le proxy, la classe compte est définie par le code et le sol. Il n'y a pas de date de création parce que ouais, il s'est basé à la WSDL. Parce qu'en fait, la date de création, elle est transiente. Il faut rien avoir un stab. Le proxy. Stab web service. Comme ça, j'ai un nom. Stab web service, le représentant du web service. Je dis le représentant du web service fait de l'application, ouais, l'objet. Donc j'appelle stab web service point, j'appelle la méthode getCount. Je lui donne le code et je récupère le compte. Donc à nouveau, le stab, il récupère XML ou d'abord XML, il désérialise, il stocke les données à l'objet Java. Et moi, je récupère l'objet Java. Et après, je peux afficher les informations sur le compte. Par exemple, ici, cp.getCode et cp.getSort. Je veux la liste des comptes. Je fais liste, compte, égale stab.listCompte, XML. Je récupère la liste des comptes et j'affiche les comptes. Donc, je fais for each. Pour chaque C, j'affiche les informations sur le compte. Donc cp.getCode, c.getSort. Alors, vous voyez donc, regardez bien. Créer le web service, c'est pas compliqué. On a vu. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de code pour créer un web service. Consommer le web service. Est-ce que ça, c'est de l'orienter objet? Mais vous créez un objet, une classe, et vous appelez les méthodes. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que là, c'est des applications distribuées. Parce que vous êtes en train d'appeler la méthode, quand vous dites j'appelle la méthode listCount, c'est que vous êtes en train d'invoquer des méthodes qui se trouvent dans des web services. Alors, si vous exécutez l'application, vous voyez donc là, il n'y a pas de problème, j'arrive à avoir les données. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Donc je viens de vous montrer comment créer un client Java pour le web service. Oui. C'est par exemple un changement dans le web service. Alors maintenant, ça c'est important. S'il y a un changement dans l'interface du web service, il faut régénérer le proxy. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un proxy. Donc le proxy, il est utilisé uniquement pour un WSDL bien déterminé. Si vous avez une autre version du WSDL, il vous faut générer le proxy. Donc ça veut dire que maintenant le système d'automatisation, dès que le web service change, alors vous savez, maintenant les DevOps, c'est un peu ça. Quand le WSDL change, Jenkins, il va récupérer le WSDL, il fait appel à la commande WS import, il génère le proxy et après il redéploie le. Donc, mais tout ça, c'est de l'intégration continue. Donc ça fait partie des choses. Alors juste une autre chose, c'est que le proxy que nous avons généré ici, le proxy, je vais le supprimer. Bon, si je supprime avec le proxy, mais c'est normal, n'est-ce pas? Alors, ici, je l'ai généré comme ça, avec un outil qui est fourni par IntelliJ, n'est-ce pas? Mais en réalité, si vous voulez générer un proxy, vous pouvez le faire sur ligne de commande. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un outil particulier. Donc, vous pouvez aller directement vers le terminal. Dans l'application, je suis dans l'application. On utilise la commande qui fait partie de Java, qui s'appelle WS import. Donc, WS import, si vous regardez dans le JDK, je pense que c'est dans Program Files, Java, pas ici. Alors Java 8, si vous regardez le GDK, dans le dossier bin, mais ça c'est des choses qui existent dans le GDK. Vous allez trouver WS import. Donc WS import, c'est une commande qui fait partie de Java qui vous permet, si vous avez le WSDL, vous pouvez générer le proxy. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser un IDE ou un outil, parce que ça fait partie des outils. C'est ce que je vais faire ici.
Donc, je vais lui dire WS import, juste avec des options -S, synconf le dossier source, nef le projet, WS import, -S point, c'est-à-dire le code source, tu me le génères dans le dossier à la source lui-même. Okay? Et après, je lui donne directement l'adresse du WSDL HTTP, c'est local host 8686 WS point d'interrogation WSDL. Et puis, va chercher le WSDL qui me génère le proxy. Entrée. Vous voyez donc il fait le travail. Alors si je regarde ici à nouveau, j'actualise ça, je vois bien là cette fois-ci, parce que je ne lui ai pas donné le nom du package, par défaut il a utilisé le même package dans le namespace. Donc ici j'ai le proxy qui est généré. Donc ici pour que ça marche, je vais juste changer ici au lieu de proxy, je mets, parce que là le package n'est pas le chose. Et vous avez donc votre application cliente, vous l'exécutez, ça va marcher. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, juste pour terminer la démo, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant un client .NET. Je suppose maintenant le web service, je l'ai créé avec Java, mais je voudrais le consommer dans une application .NET. Alors je vais utiliser donc l'environnement Visual Studio. Alors si je l'ai là, ici normalement, elle est là. Je vais créer un projet. Alors la même chose, je vais créer un simple projet console. Alors je vais utiliser une application .NET console. Bon, je lui donne un nom quiconque, créer. Alors la même chose, donc j'ai une application C#, une simple application main, etc. Alors là, c'est pareil. Donc vous êtes dans une application .NET, on vous dit on veut consommer un web service. Alors ce qui est intéressant pour les web services, c'est que vous n'êtes pas censé savoir quel langage est utilisé pour développer. PHP ou la Java, on ne va pas vous dire il y a un web service qui est développé avec Java, il faut le consommer. Si on vous dit ça, vous dites Java. Quand tu dis un web service, tu ne me parles pas du langage parce que j'ai le WSDL. Donc si j'ai le WSDL, je m'en fous du langage. Donc je peux communiquer avec lui. Alors c'est ce qu'on va faire avec ici. Donc à nouveau, ici j'ai besoin de quelque chose d'équivalent. Un outil qui permet à partir du WSDL de me générer le proxy. Alors, si vous cherchez dans .NET, vous trouverez dans les références du projet, vous allez trouver ajouter une référence de service. On a à nouveau, il vous affiche une fenêtre similaire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Finalement, l'adresse du web service. Donc, je prends l'adresse du web service ici. CTRL V. Allez. Ben, il charge le WSDL. Voilà, il me donne l'interface. Donc, je vois bien ici, donc, je peux communiquer avec le web service. Il me génère un namespace qu'on va appeler service référence 1. Bon, ça, c'est le nom du namespace. C'est l'équivalent du package, si vous voulez. Il récupère, il me génère. Et après, qu'est-ce que je vais faire ici? Pour pouvoir utiliser, ben, je vais utiliser ça, le namespace SR1. Et là, je vais trouver une classe qui s'appelle banque service client. Oui, donc le proxy, c'est pas toujours chaque les classes, il ne va pas donner les mêmes noms que ce que nous avons dans Java. Par exemple, ici, il l'appelle banque service client. Alors ici, donc ça c'est le stub égale new banque service client. Ce que j'ai fait. Banque service client. Donc stub égale new banque service client. Et après, je vais appeler tout simplement les méthodes. Alors, je vais afficher, donc j'appelle stab. Vous voyez les méthodes? Conversion, euro, dirham. Alors, quelle est la méthode que je vais appeler? Je lui donne le montant et je récupère le résultat. Je veux consulter le compte.
je vais dans le namespace plutôt SR1. La classe s'appelle compte, cp égale stab.getCount. Et je donne le code. Et j'affiche les informations sur le compte. Donc cp. Alors ici, bien sûr, il ne faut pas chercher les getters parce que dans C#, il utilise les propriétés. Donc ici, vous trouverez code. Ici, c'est cp.sold. Alors, si vous voulez la liste des comptes, c'est pareil. Donc, je vais utiliser compte. Alors, cette fois-ci, au lieu de liste, je vais utiliser un tableau. Compte égale stab.listCount. Alors, dans listCount, donc, je vais utiliser donc for each. Alors, pour chaque compte C, dans la liste des comptes, ben, je fais la même chose ici, donc j'affiche les informations. Et j'affiche un séparateur. Alors, à nouveau ici, donc vous êtes bien en train de faire une application orientée objet, mais en réalité, ça c'est de l'orienté objet distribué. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train d'appeler des méthodes d'un autre objet qui se trouve quelque part. Alors, si vous exécutez, alors ici, bon, il ne va pas me montrer le résultat parce que, bon, il affiche, il s'arrête. Vous savez l'histoire. Alors, vous mettez console.readline. Allez, ici. Arrêtez ici. Donc ici, vous voyez, bon, là, il me donne bien les résultats. Je vois bien donc ici la conversion, je vois le code, le solde. C'est clair? Alors, c'est pas, donc tout ça, alors si vous regardez bien la démo, vous allez voir, ça va vous donner une idée assez claire sur la notion du web service. Alors, regardez bien. Donc, vous avez déjà commencé à manipuler les web services depuis l'année dernière. C'est à partir de là que vous allez comprendre vraiment la problématique des web services. Déjà, les web services SOAP, je pense que nous avons fait là, c'est déjà suffisant pour comprendre les concepts fondamentaux et la mise en œuvre. Et après, on va voir également dans le reste, qu'est-ce qui change par rapport à ça. Et à partir de là, donc, vous pouvez dire, quand vous allez pas faire des entretiens d'embauche, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent les web services. C'est très, très important. C'est pour cela qu'il faudrait... Ce TP-là, ça va vous donner une idée. Après, par la suite, tout ça, on va l'exploiter dans des applications basées sur Spring à nouveau. Donc, pour voir comment faire l'intégration du web service dans un projet Spring. C'est bon? Alors, voilà. Alors, pour l'intégration avec un projet Spring, donc ça, on va le faire dans un autre TP, concernant toujours les microservices. Mais pour le moment, donc, vous pouvez dire que, voilà, ce que nous venons de faire, elle est là. Alors, ça peut paraître une architecture comme ça. Ça, on sait créer un web service, on sait déployer le web service, on a vu le WSDL, on a testé avec SoapUI. Nous avons créé un client Java et nous avons créé un client .NET. Alors, qu'est-ce qui manque? Client PHP. Alors, pour client PHP, si vous avancez dans le support, vous allez trouver un peu le code qu'il faut écrire. Parce que pour le cas de PHP, vous voyez, le cas de PHP, c'est un langage qui est dynamique. Donc, c'est juste, voilà, j'utilise une classe qui s'appelle SoapUI, je connais le WSDL. Je connais la méthode, je donne les paramètres, je reçois les résultats et j'affiche. C'est des codes, en fait, très, très basiques. Okay? Alors, l'inconvénient de PHP, c'est que ce n'est pas un langage, on va dire, c'est pas un langage compilé, c'est dynamique comme JavaScript. Donc, ce qui fait que ici, vous n'allez pas générer le proxy. Vous utilisez l'accès directement en écrivant
le code. D'accord? À moins si vous voulez utiliser un proxy PHP, il faudrait chercher des outils qui permettent de faire quelque chose d'équivalent. Mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse, mais quand même pour vous, pour ceux qui travaillent avec PHP, et ils peuvent voir dans le support comment interagir avec le web service. D'ailleurs, il y a un petit exemple ici. Par exemple, je vais saisir le montant, je convertis et j'affiche le résultat. Quand je clique sur liste compte, j'affiche la liste des comptes. Mais regardez bien, c'est du PHP. Mais en réalité, la liste des comptes, puisque je les récupère dans un web service qui est développé. Donc, c'est un peu le... Alors, c'est pareil pour l'application .NET. Il y a un exemple ici, c'est pareil. Donc, vous pouvez créer une simple application comme ça. Ça, c'est un exemple dans lequel vous pouvez dire ça, c'est quoi? La couche présentation la couche présentation, par exemple, c'est une application desktop .NET, mais la couche métier, le traitement, c'est où? C'est une application Java. Donc, il y a une époque, c'est très, très compliqué de faire ça. Mais à partir des web services, donc ils sont venus pour banaliser, même, pas pour faciliter, c'est banaliser la notion de création d'applications distribuées. Parce qu'à l'époque, pour faire ça, il faut utiliser Corba. Et Corba, c'est vraiment... Si vous voulez utiliser Corba, il faut un petit peu... Quand vous commencez... il faut être... C'est pas à 14h, là, il faut se réveiller un peu à 8h30 avec votre café. Bon, c'est pas compliqué, mais... compliqué, mais c'est un peu la même démarche, si vous voulez. Mais il y a toujours des surprises après.